Comment est-ce qu'on passe d'un simple microbe totalement invisible à une crise qui peut paralyser le monde entier? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, on va suivre le périple d'une maladie. On va décortiquer ensemble la science de la contagion, mais aussi les stratégies qu'on met en place pour l'endiguer. C'est une véritable histoire de science, de stratégie et finalement, de survie. Voilà, la question est posée. Comment un organisme minuscule peut-il avoir un impact aussi démesuré? Ça paraît presque contre-intuitif. Et pourtant, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, étape par étape. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir qu'une épidémie, ça n'arrive jamais par hasard. Non, loin de là. Il faut voir ça comme une recette, avec des ingrédients bien précis et des étapes à suivre scrupuleusement. Et cette recette, en santé publique, on lui a donné un nom, la chaîne de transmission. Et la voilà, cette fameuse chaîne. Elle est composée de 6 maillons. Il faut vraiment l'imaginer comme un parcours du combattant pour le microbe. 6 étapes obligatoires, de l'agent pathogène de départ jusqu'à sa nouvelle cible, l'hôte. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que chaque maillon doit être parfaitement connecté au suivant. Si on arrive à en briser un seul, eh bien toute la chaîne s'effondre. L'infection est stoppée net. C'est vraiment la clé de voûte de toute la santé publique. Alors, tout commence avec le premier maillon, l'agent pathogène. C'est, si on veut, le grand méchant de notre histoire. Ça peut être une bactérie, un virus, un parasite ou même un champignon. En gros, c'est lui qui lance les hostilités. Mais attention, tous les pathogènes ne sont pas égaux. Ils ont des sortes de super-pouvoirs qui varient. D'abord, sa pathogénicité. C'est tout simplement sa capacité à nous rendre malades. Ensuite, sa virulence. Là, c'est son talent pour déjouer nos défenses immunitaires. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'un microbe qui d'habitude est plutôt tranquille, qui vit en nous sans faire de vagues, peut soudainement devenir hyper virulent. Tout est une question de circonstance. Ok, on a notre pathogène, mais où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il se multiplie? C'est le deuxième maillon, le réservoir. C'est sa base secrète, son quartier général. Ce réservoir, ça peut être un être humain malade, bien sûr, mais aussi un animal, ou même l'environnement. Pensez par exemple à de l'eau contaminée qui sert de réservoir pour le choléra. Bon, une fois que notre microbe est prêt à passer à l'attaque, il doit sortir de son réservoir et voyager. C'est le mode de transmission. Et là, il a 2 options principales. Soit la transmission directe, de personne à personne, par un simple contact, des gouttelettes, soit la transmission indirecte. Et là, il utilise un intermédiaire. Ça peut être l'air, l'eau, ou même un vecteur comme un insecte. Le moustique, par exemple, c'est un peu le taxi du paludisme. Et on arrive au dernier maillon, la destination finale du voyage, l'hôte réceptif. En principe, tout le monde peut être un hôte. Mais évidemment, certains sont plus vulnérables. Les tout-petits, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. Pour eux, la porte d'entrée est grande ouverte. Et voilà, la chaîne est complète. Maintenant, imaginez cette chaîne qui se referme, non pas une fois, mais des milliers, des millions de fois. C'est là que l'échelle change radicalement. Et c'est précisément là que tout s'emballe. Quand cette chaîne de transmission se met à tourner à plein régime, on ne parle plus de quelques cas par-ci, par-là. Non, on bascule dans une toute autre dimension. On entend souvent ces termes, endémie, épidémie, pandémie. Mais quelle est la différence au fond? Eh bien, c'est une question de temps et de géographie. Une endémie, c'est une maladie qui est constamment présente, mais dans une zone limitée. Une épidémie, c'est une augmentation brusque et rapide des cas, mais toujours dans une zone limitée. Et la pandémie, eh bien, c'est quand cette augmentation brusque devient mondiale, quand elle passe les frontières. Alors, face à cette menace qui peut s'étendre si vite, on pourrait se sentir impuissant. Mais ce n'est pas le cas. On a mis en place ce qu'on peut appeler un véritable système de radar sanitaire. Ce sont les systèmes de surveillance épidémiologique. Leur mission, détecter et pister les menaces le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Et ce radar est un système très complexe, adapté à chaque maladie. On ne surveille pas la grippe saisonnière comme on surveille en cas d'Ebola, évidemment. Pour la grippe, on a des réseaux de médecins sentinelles. Pour la rougeole, c'est plus strict. Chaque cas doit être obligatoirement déclaré. Pour des menaces comme Ebola, l'alerte devient immédiatement internationale. Et pour des maladies comme le paludisme, on va même jusqu'à surveiller les populations de moustiques. Bref, à chaque menace, sa propre stratégie. Et dès qu'une alerte est lancée, comment ça se passe? L'information suit un circuit très précis, une véritable chaîne de commandement. Ça part du niveau local, puis ça remonte à la direction régionale, ensuite à l'Institut national, pour finir tout en haut au ministère de la Santé. C'est un circuit qui est pensé pour être le plus rapide et le plus efficace possible, parce que dans ces cas-là, chaque minute compte. D'ailleurs, il y a un cas particulier qui est assez fascinant, celui du VIH-Sida. Là, pour une raison évidente de confidentialité, le système est différent. La déclaration est anonyme et codée, et l'information ne suit pas le circuit classique, elle part directement des laboratoires vers le niveau national.
C'est un super exemple qui montre comment la surveillance doit aussi s'adapter pour trouver le juste équilibre entre efficacité sanitaire et respect des droits individuels. Bon, on a vu comment une maladie se propage, on a vu comment on la surveille. Maintenant, le plus important, comment est-ce qu'on la combat? Comment est-ce qu'on brise cette fameuse chaîne? Là, on passe de la défense à l'attaque. Et pour ça, il y a tout un arsenal de stratégies. On en revient donc à notre chaîne de transmission. L'objectif est devenu très clair. Il faut trouver le maillon le plus faible et le casser. Et la bonne nouvelle, c'est que pour chaque maillon, il existe une contre-attaque possible. Première stratégie, on attaque à la source, directement sur le réservoir. S'il s'agit d'humains, ça veut dire dépister, traiter et, si nécessaire, isoler les personnes malades. Si le réservoir est animal, les mesures peuvent être plus radicales, allant de la vaccination des troupeaux jusqu'à l'abattage pour stopper net la propagation. Deuxième grande stratégie, on s'attaque à la transmission. En gros, on empêche le pathogène de voyager. Comment? En traitant l'eau, en garantissant l'hygiène des aliments, en luttant contre les moustiques, ou encore en promouvant des gestes d'hygiène et des protocoles stricts, surtout dans les lieux sensibles comme les hôpitaux. Et enfin, troisième et dernière ligne de défense, on renforce l'hôte. L'idée, c'est de blinder la cible pour la rendre imprenable. Ça passe par l'hygiène individuelle, comme le simple fait de se laver les mains, mais l'arme la plus puissante à ce niveau, c'est évidemment la vaccination. C'est elle qui permet de construire ce qu'on appelle l'immunité collective, une sorte de mur invisible qui protège l'ensemble de la population. Finalement, on le voit bien, la connaissance, on l'a. On connaît le parcours d'une maladie et on a les outils pour lui barrer la route. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir comment faire, c'est de savoir si la prochaine fois, on sera collectivement prêt à le faire. Assez rapide, assez organisé, assez solidaire. Serons-nous prêts? C'est la grande question qui demeure.